Ok. Voilà, oui, ça enregistre. Parfait. Bon, moi, je pense qu'on peut lancer. Hein. On peut ouvrir, oui. Non, attendons encore un peu. Oh, oui, déjà. Après, les gens se tracassent si on ne le lance pas tout de suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes déjà là. Je vois pas le nombre de personnes. On est 10. 10, c'est pas beaucoup. Attends, donne. Bah, après, il y en a qui avaient écrit qu'ils ne pourraient pas assister, mais ils s'étaient quand même inscrits, donc ils le verront plus tard. Oui. Voilà. On est 15. Ah, ça augmente. On a gagné de 50%. On devrait les laisser rentrer quand même. Oui. Oui. On peut attendre 2-3 minutes, mais. Ok. De toute façon, le temps de la présentation, de l'intro, les gens arriveront. Ouais, alors on démarre déjà. Ok, alors je clique dessus, hein, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est démarré. Nous y sommes. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir bienvenue. tout le monde. On va encore attendre quelques minutes pour les éventuels retardataires. Donc 2 minutes, on va commencer. Est-ce que tout le monde voit bien l'image? Est-ce que vous entendez la voix? Voilà, mettez-nous, écrivez-nous dans le chat si vous avez le son et l'image. Voilà. Ok, merci Stéphanie. Ok, sur Facebook, ils me disent que le son passe bien. Oui, je viens de voir aussi. Super. Après, les personnes qui sont sur ordinateur, en général, ça fonctionne mieux. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées via un téléphone portable. Donc, si jamais ça marche moins bien, je vous ai mis le lien de la page Facebook où on diffuse exactement la même chose, au cas où. Sinon, sachez que de toute façon, un replay est enregistré et vous sera envoyé. François, tu as le son très fort, ça fait pas mal de bruit chez toi. J'ai baissé, hein. Moi j'ai baissé. Ouais. Ok. Toi, je pense que toi tu dois baisser aussi un peu. Ok. Bon. On a aussi plusieurs personnes qui suivent sur Facebook. Okay. Il est 35. Moi, je propose qu'on commence. On est dans le bon timing. Alors, bienvenue. Bonsoir à toutes les personnes présentes. Au nom de Neurofeedback Luxembourg, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est François Altis. Je suis le fondateur de Neurofeedback Luxembourg. Je suis accompagné ce soir de Nadia Augusto et de Mélanie Schmaltz,
pour vous présenter, vous parler d'un sujet qui est, à mon avis, très d'actualité. Je ne vais pas essayer d'éviter le mot qu'on entend trop souvent, avec des situations incertaines telles qu'on vit. Je pense, nous on le voit parmi nos clients, on le sent parmi nos connaissances. Voilà, le moral est attaqué par la situation actuelle et il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre et à trouver des solutions. Et j'espère qu'on va apporter des éléments de réponse. Voilà. Alors, pour le format pratique, la présentation durera à peu près 1 heure. Il y a l'occasion dans la fenêtre à droite du chat ou dans Facebook, pour les gens qui nous suivent sur Facebook, de poser des questions. On va les collecter, soit on va y répondre au fur et à mesure si ça donne du sens, ou les collecter à la fin et répondre de façon groupée. Voilà, le tout va être enregistré. Vous aurez ceux qui sont enregistrés pour la conférence à travers notre site web avec une adresse email auront le lien, mais les autres auront toujours demandé un replay à travers la page web. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? D'abord, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le sujet de la soirée, quand même, c'est la dépression, de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, les symptômes, les chiffres, quels sont les effets surtout. Voilà, comment est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis qu'est-ce que nous éventuellement on peut proposer. Déjà une première question, non, on ne va pas faire d'attestation puisque cette formation n'est pas certifiante ou diplômante. Alors, qui on est? Nous sommes une équipe de 3 personnes. Donc, moi, Nadia, qui est neurobiologiste, qui va vous parler des éléments plutôt neurobiologiques de la dépression, et Mélanie, qui est neuropsychologue, qui nous a rejoint maintenant un peu plus d'1 an, pour la partie neurofeedback, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assez neuro. Ici, vous voyez notre localisation. Donc, nous sommes situés au Grand Duché de Luxembourg, centre-ville Luxembourg, près de la place de l'Étoile, dans un centre médical, où nous proposons nos services. Mais nous travaillons également à distance. On aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'intéresse au cerveau. On analyse, on enregistre l'activité électrique du cerveau, on l'analyse, mais surtout on entraîne le cerveau, parce que le cerveau est comme un muscle, on le stimule. On va en parler un peu ce soir. Et puis une partie de neuropsychologie avec des tests cognitifs où on va mesurer aussi vraiment les changements, les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien. Pour qui? Je pense que c'est très varié. Ça va vraiment le premier âge à partir duquel on commence à faire du neurofeedback, c'est du 6-7 ans. Mais je pense que j'ai déjà fait des EEG d'enfants beaucoup plus jeunes. Mais donc, à ce moment-là, il n'y aura quand même pas de neurofeedback, etc. Pour quelles applications? Au niveau des enfants, c'est plutôt les troubles de l'attention, troubles de l'apprentissage, les DIS, le spectre autistique, les angoisses, qui sont actuellement très, très dominantes. Je pense qu'actuellement, on ne peut pas ouvrir un média sans lire sur la détresse provoquée par la situation actuelle au niveau des enfants et des adolescents. Au niveau des adultes, c'est plutôt stress et anxiété, jusqu'au burn-out, troubles du sommeil, mais tout en phobie, troubles obsessionnels, autres. Au niveau des seniors, je pense que le client le plus âgé qu'on a actuellement, il doit avoir 88 ans. Et le cerveau est un organe fantastique puisqu'il peut se changer jusqu'à n'importe quel moment de la vie. Mais on a également aussi une clientèle d'une partie de nos gens qui viennent nous voir, qui apparemment n'ont pas de problème, de symptômes, mais qui s'intéressent à leur performance, qui veulent savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'on pourrait encore augmenter. Et là, il y a moyen de faire des choses. Donc, il ne faut pas attendre d'être malade, d'être mal pour venir nous voir. Je vais passer le mot à Nadia, qui va présenter. On commence à avoir un petit sondage. Voilà. À toi, Nadia. Oui, on aimerait prendre un peu la température ce soir de comment vous allez, comment vous vous sentez. Alors, c'est un sondage qui est anonyme, donc vous pouvez répondre en
toute quiétude. Voilà, on aimerait savoir comment vous vous sentez en ce moment, si vous vous sentez plutôt fatigué, démotivé, triste, ralenti, ou bien plutôt stressé, sous pression, nerveux, irritable, ou encore voilà, positif, reposé, motivé, tout va bien. Un mélange de tout ça, voilà, à la fois un peu fatigué ou en même temps stressé, ou vous ne savez pas, c'est aussi possible. Voilà. Alors, il y a quelques personnes qui ont voté. On attend que les derniers votent. Voilà. Votre réponse est anonyme, hein, donc personne ne verra ce que vous avez répondu. Nous non plus, on ne voit pas qui répond, hein, c'est juste pour histoire d'avoir une idée. En général, c'est la première réponse qui vous vient. Voilà, faut pas trop réfléchir pour répondre. Voilà, presque tout le monde a répondu. On attend les quelques derniers, c'est anonyme. Il en manque encore 7. Nadia, est-ce que tu as moyen peut-être de monter un petit peu ton micro? Parce que je me sens très, très... Oui, c'est vrai que j'ai la voix un peu faible. Je peux parler plus fort aussi. Oui, ou te rapprocher du micro, parce que j'ai l'impression que Mélanie et moi, nos voix sont beaucoup plus portantes. Bien. Voilà, je ne sais pas si on peut voter aussi par le téléphone. Peut-être que c'est plus... Ah oui, peut-être, oui. On va peut-être prendre les réponses. Alors, fin du vote. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez les résultats? Alors... Normalement, ils sont partagés. Yes. C'est bon? Ah bah ça, c'est assez... Il y a un peu de tout, là. Ça va. Bon, il y a un petit peu moins quand même pour positif, reposé, motivé. Voilà. Sinon, 20% de personnes un peu fatiguées, démotivées, 20% stressées et nerveux, et plutôt 30% d'un mélange de tout. Bon. Peut-être que les émotions font un peu le yo-yo entre la fatigue et le stress. Voilà. Très bien. Bon. Je vous remercie pour ceux qui ont participé. On va continuer avec la présentation. Alors, la dépression. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on la définit, hein? On la définit comme une perturbation de l'humeur pendant au moins 2 semaines. Donc, c'est assez court finalement. Hein. C'est pas souvent quand on pense à dépression, on pense que il faut être déprimé pendant des mois. Là, non, c'est finalement que 2 semaines. Cette perturbation de l'humeur va gêner une ou plusieurs activités du quotidien. Hein, ça peut être à la maison, ça peut être le travail. Ok. Alors, voilà. Alors, je vous ai mis justement quelques exemples de symptômes, notamment peut-être pour ceux qui ont répondu qui étaient fatigués, démotivés, tristes, etc. Justement, quels symptômes on peut ressentir? La tristesse, la mauvaise humeur, évidemment, mais aussi une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituellement plaisantes, troubles de l'appétit ou du sommeil, fatigue évidemment, et puis parfois ça peut aller jusqu'à des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, parfois un petit peu des difficultés de mémorisation. Bon, ça, Mélanie nous en parlera un petit peu plus tard. Et puis pour certains, c'est même avoir des mouvements assez lents, et la parole, le débit de parole peut être assez lent. Voilà pour quelques exemples de symptômes. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Selon l'OMS, il y a quand même 300 millions de personnes dans le monde qui seraient atteintes actuellement de dépression, donc c'est à peu près 3%. Ce serait aussi également la première cause d'incapacité dans le monde, donc c'est pas rien hein, comme cause d'incapacité au travail. Et puis en Europe, alors il y a des études qui montrent que là, c'est pas 3%, mais c'est plutôt autour des 7 ou 8% de personnes qui seraient actuellement en dépression. Le Luxembourg étant au-dessus de la moyenne européenne et dans le top 6 des pays européens. Hein.
faut le savoir. Il y a aussi eu une autre étude, par exemple en France, qui a montré que une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, ce qui en fait est énorme. Une personne sur 5, ça veut dire qu'il y en a au moins une personne autour de soi, de l'entourage proche, qui sera atteint ou qui vivra un épisode dépressif. Okay. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 2 fois plus de femmes diagnostiquées que les hommes, même si a priori, il n'y aurait pas de différence entre les sexes. D'après les études, ça touche autant les femmes que les hommes, non plus de différence d'âge, autant que les enfants, que les adultes, que les personnes âgées. Mais tout de même, au niveau des diagnostics, on voit qu'il y a plus de femmes. Voilà. Donc, est-ce qu'elles vont plus rapidement diagnostiquer? Est-ce qu'elles en parlent plus facilement autour d'elles? Ça, on ne sait pas. C'est juste un constat qu'il y a 2 fois plus de femmes diagnostiquées. Alors, les facteurs de risque, justement, qu'est-ce qui pourrait avoir un rôle dans l'apparition d'une dépression? Tout d'abord, le premier facteur, c'est les antécédents familiaux. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a eu un épisode dépressif, d'autant plus si c'est un de vos parents, vous avez vos chances de vivre également un épisode dépressif au cours de votre vie va être augmentée. Mais aussi des événements prédisposants comme une enfance très difficile, instable, avec peut-être des violences, des maltraitances ou des pertes d'un parent. Ou alors, au cours de la vie, même adulte, des événements précipitants comme un deuil, la perte d'emploi, des divorces, etc. Également, on voit certains épisodes dépressifs apparaître après un épisode ou une période de stress chronique assez élevée ou vraiment assez longue. Il faut savoir que le stress vraiment épuise notre corps, épuise notre cerveau, et quand il n'y a plus d'énergie, en fait, notre corps et notre cerveau sont épuisés. Et ça peut mener ensuite, par la suite, en fait, on va basculer dans l'extrême inverse du stress, c'est-à-dire vraiment pas du tout de motivation, pas envie de se lever le matin, et on va développer des symptômes dépressifs. Voilà. Également, ce qui peut être un facteur à risque, c'est quand on a une maladie handicapante physique ou qui peut être douloureuse. Les gens qui ont beaucoup de douleurs dans le corps ont tendance à être plus dépressifs que la moyenne normale de la population normale. Ou encore, ça peut être associé parfois à d'autres maladies psychiatriques. On ne va pas détailler ce soir. Voilà. Alors, à ne pas confondre avec une hypothyroïdie, où on va avoir notamment les mêmes symptômes. Quand on a une hypothyroïdie, on prend du poids, on est tout le temps fatigué, on n'est pas motivé, etc. Mais alors que c'est en fait juste la thyroïde, là, au niveau de la gorge, qui a un problème, qui est sous-active. Dans certains cas de démence aussi, les personnes démentes, donc là, les personnes âgées, vont développer aussi des symptômes dépressifs. Elles vont être apathiques, envie de rien faire. On peut aussi voir se développer les dépressions dans les cas de troubles anxieux spécifiques ou les troubles du comportement alimentaire et les abus de substances. Voilà, je laisse la parole maintenant à Mélanie, qui est neuropsychologue et qui va nous parler un peu plus de la cognition, des troubles cognitifs. Merci Nadia. Je vais vraiment faire un passage on va dire, plus court, un peu plus condensé sur la cognition, parce qu'en soi, c'est plus complexe que ça, le cerveau qui souffre de dépression. C'est très, très complexe, mais pour faire simple, il y a plusieurs facteurs. Voilà, quand on souffre de dépression, forcément, donc Nadia parlait, voilà, on peut avoir le débit de parole qui ralentit, moins de motivation, etc. Et en fait, ça s'explique parce qu'il y a des changements au niveau du cerveau. Et notamment, ce que ça va induire, c'est que on va avoir un espèce de ralentissement cognitif général. On va fonctionner au ralenti. Et je vous montrerai tout à l'heure avec le EEG, on vous en parlera comment est-ce qu'on peut le voir, parce que ça se voit, ce cerveau qui est ralenti en dépression. Et donc, à cause de ce ralentissement, il y a énormément de conséquences. On est moins productif. Il y a de plus en plus d'articles aujourd'hui qui s'intéressent à l'impact au niveau économique d'une dépression, puisqu'un salarié qui en souffre sera donc moins productif. Par rapport à un salarié qui n'en souffre pas ou qui ne serait pas en burn-out. Il y a d'autres causes, bien évidemment, par rapport à la productivité, mais ça, notamment, ça joue énormément. Forcément, la concentration, l'attention,
Un cerveau qui est ralenti n'est pas capable de se concentrer ou en tout cas de maintenir un état de concentration classique. Alors bien évidemment, même si on souffre pas de dépression, le cerveau il n'est pas capable de faire 8 heures d'affilée, il faut des pauses, mais voilà, il y a ça aussi. Au niveau de la mémoire, comme les capacités attentionnelles et de concentration sont moins bonnes, et ben ça va avoir des répercussions sur notre mémoire. Alors surtout sur notre mémoire à court terme. C'est-à-dire qu'en dépression, on ne va pas forcément oublier des choses d'il y a très longtemps ou de son enfance, des choses qui sont marquantes, comme par exemple pendant la démence. Mais tout ce qui est mémoire de travail, quand on fait plusieurs tâches et qu'on manipule des informations en tête, voilà, ça va être fortement impacté. Et c'est pourtant une fonction qui est ultra importante tous les jours. On ne se rend même pas compte combien de fois on l'utilise. Et bien évidemment, les fonctions exécutives. Alors, je vous expliquerai sur la diapo tout à l'heure pourquoi. C'est des fonctions cognitives très, très importantes puisque c'est un peu, elles, les chefs. Et ça va notamment réguler tout ce qui est l'inhibition du comportement, de la parole, qui va nous aider dans la prise de décision, le raisonnement, la flexibilité, l'organisation, la planification. Voilà, quand ces fonctions-là, elles sont en moins bonne forme, c'est assez compliqué. Alors, une cognition qui est plus faible, c'est aussi un facteur de risque de dépression, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. La dépression impacte négativement la cognition, mais avant de savoir en fait ou de diagnostiquer une dépression par certains médecins, il peut déjà y avoir des signes précurseurs de l'attention qui va être moins bonne, on a un peu le cerveau dans le brouillard, voilà, ça peut s'installer très insidieusement sans qu'on s'en rende forcément compte. Alors après, il peut y avoir plein de causes de pourquoi une fonction cognitive, elle fonctionne moins bien, que ce soit l'attention, la mémoire. Et pour ça, justement, le meilleur moyen de savoir quelle est l'origine de cette difficulté, est-ce que vous avez une dépression, est-ce que vous avez de l'anxiété, est-ce que vous avez un mauvais sommeil, est-ce qu'il y a un trouble de l'attention, et ben, le meilleur moyen, c'est de regarder l'organe concerné, le cerveau. Mais Nadia en parlera tout à l'heure, hein. Alors, il y a plusieurs explications de pourquoi la cognition fonctionne moins bien et pourquoi on est au ralenti, pourquoi on a tous ces symptômes. Il y a déjà des dérèglements chimiques dans le corps et dans le cerveau, au niveau de certains neurotransmetteurs aussi. Donc, on a notamment une baisse de la sérotonine. Alors, normalement, elle régule le sommeil, l'appétit, mais aussi l'humeur, hein, elle est très, très importante. Donc, il y a une baisse dans le cerveau de la sérotonine. Il y a une baisse également de la dopamine qui est important pour tout ce qui est motivation. Alors Nadia, tu me corrigeras, mais il me semble qu'elle intervient aussi dans le circuit de la récompense, il me semble. Voilà, et que du coup, c'est tout un processus. En fait, le cerveau va complètement se modifier de sorte que des choses qui, normalement, vous font du bien ou vous motivent ou dans lesquelles vous tirez un certain plaisir, ça ne va plus être le cas. Votre cerveau va plus du tout répondre de la même manière vis-à-vis de ça. Et il y a notamment aussi une augmentation du cortisol, tout ce qui est hormone dans la réponse du stress, hein, elle est assez connue. Et il y a aussi alors un déséquilibre entre le glutamate et le GABA. Alors ils ont chacun un rôle très différent. Le glutamate majoritairement intervient dans la transmission des chemins nerveux, voilà, entre les cellules pour faire le lien. Et le GABA, c'est plutôt un inhibiteur, hein. Donc tout ça, c'est fortement lié avec le microbiote intestinal, mais ça, je pense que Nadia pourra à la rigueur vous en parler plus souvent, mais c'est quelque chose auquel on s'intéresse de plus en plus aussi et que nous, on travaille également dessus, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que ce soit dans Alzheimer, dans l'anxiété, dans la dépression, il y a un lien très fort entre ce qu'on va manger, dans quelle forme est votre intestin et par rapport à l'état de votre cerveau. Voilà. Il y a une étude qui a été faite très récemment qu'on a eu le plaisir de lire qui expliquait que voilà, la dépression peut être entretenu par un mauvais microbiote intestinal aussi et vice-versa, le fait d'être en dépression peut nous pousser à moins bien manger qui va à la suite entretenir la dépression. Voilà, donc il y a ces liens-là. Alors, tous ces règlements chimiques, c'est eux qui sont à l'origine de toutes ces difficultés cognitives, hein. Ça va faire des changements structurels. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, le cerveau va se remodeler complètement dans la dépression. Et donc, les plus gros changements dans les structures, c'est dans ces quatre zones. Donc, vous avez le gyrus singulaire,
Alors lui, c'est plutôt tout ce qui va être gestion de l'état affectif. Toutes ces aires-là font partie d'un système très grand qui s'appelle le système limbique. Donc le gyrus singulaire, c'est plutôt l'état affectif, la prise de décision, un petit peu la mémoire et le traitement des informations, mais surtout l'état affectif. L'amygdale, alors elle est très connue dans la détection du plaisir, mais aussi dans tout ce qui va être analyser la balance émotionnelle. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Enfin, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les choses qui nous faisaient du bien, l'amygdale va moins bien répondre à ça parce que il y a une réduction de son volume. Alors, il y a aussi le cortex préfrontal, donc c'est ici, lui qui gère les fonctions exécutives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors lui, c'est vraiment langage, mémoire de travail, raisonnement, planification. Et on a aussi l'hippocampe qui a une réduction de son volume. Donc ça va être tout ce qui est la navigation spatiale. Il est moins connu pour ça pour les gens novices, mais il joue un grand rôle là-dedans. Et surtout la mémoire et les processus attentionnels. C'est vraiment le siège de la mémoire. Hein. Donc maintenant, Nadia, je te passe la parole. Oui, voilà. Merci Mélanie pour les précisions cognitives. Alors maintenant, comment on mesure tout ça concrètement? Parce que là, jusqu'à présent, c'était de la théorie. Eh ben, on a une technique qu'on appelle l'électroencéphalogramme, qu'on vous présente ici. Alors l'électroencéphalogramme, c'est juste mettre des électrodes un peu partout sur la tête et mesurer l'activité électrique du cerveau. Donc ça ne mesure pas, on ne regarde pas la morphologie du cerveau, c'est juste son activité électrique. Okay, donc on voit là une image d'une dame avec différentes électrodes sur sa tête. Alors, ce qui est bon à savoir sur l'électroencéphalogramme, c'est pas du tout douloureux. Hein, on pose juste quelque chose sur la tête et on fait rien d'autre. Alors chez nous, c'est sans gel. Pour ceux qui connaîtraient peut-être à l'hôpital, souvent on met des grosses couches de gel, on sort la tête plein de gel en fait. Maintenant, il y a des systèmes qui existent où c'est juste des électrodes sont des éponges imbibées d'eau salée. Voilà, donc on a légèrement les cheveux mouillés, c'est tout. Ça ne permet pas d'observer les lésions cérébrales comme on ne regarde pas la morphologie. Et à savoir que chez nous, nous ne l'utilisons pas pour de diagnostic. On ne fait pas de diagnostic. On ne va pas vous dire, on va pas vous donner un diagnostic de dépression ou autre, d'accord? Voilà, on regarde juste comment votre cerveau fonctionne. C'est tout. Alors, petit exemple. Ici, donc on a mis, quand on analyse en fait l'électroencéphalogramme, on fait un électroencéphalogramme quantitatif, on quantifie, on va mesurer en fait la quantité des différentes ondes que produit le cerveau. Alors on a ici par exemple les ondes delta, qui sont importantes notamment dans le sommeil profond, okay, ou quand il y a des réparations du cerveau. Les ondes θ qui ont un rôle dans l'hypnose, la créativité, le rêve. Les ondes alpha qui, elles, sont plutôt les ondes. Alors là, on est déjà éveillé, mais on est relaxé, on est détendu. Elles sont aussi connues pour être les ondes de la méditation, car les gens qui débutent en méditation produisent plus d'ondes alpha que ceux qui ne méditent pas. Et puis les ondes bêta et I bêta qui sont en fait des ondes rapides et très rapides, où là, on est concentré, on est en train de travailler, calculer, réfléchir en pleine activité. Okay, alors là, on vous a mis l'exemple en dessous d'un ce qu'on a appelé état normal. Alors on a l'échelle, donc quand c'est blanc autour de 0, c'est qu'en fait, il n'y a ni trop ni pas assez d'ondes, c'est juste bien, le cerveau produit ce qu'il faut. Quand il y a des petites taches de couleur, alors là, il y en a très légèrement, une petite tache bleue pour les I bêta, un tout petit peu de vert pour θ et delta, mais c'est très léger. Ok, maintenant je vais vous montrer le jet de quelqu'un qui a une dépression. Voilà. Là, on voit des vraies dérégulations. Ok. Notamment, alors les ondes alpha, c'est le plus commun, qu'on observe dans la dépression. Là, il y a aussi un peu des ondes θ. Donc c'est encore plus ralenti. Et c'est vraiment ce qui confère ces ondes alpha quand il y en a trop, comme dans l'exemple là, au niveau du front, un petit peu sur les tempes, mais surtout au niveau du front et frontal droit, là où il y a la tache rouge. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un cerveau dans le brouillard. C'est un peu... On est vraiment ralenti, on a du mal à réfléchir, à prendre des décisions, on peut pleurer facilement, les émotions, elles sont sans dessus-dessous.
Donc voilà, ça ressemble à ça, un EEG, quand on mesure ce cerveau dans le brouillard. Et donc par rapport à l'état normal, même s'il y a des petites taches, c'est 3 fois rien en fait. Voilà, alors petite précision sur l'électroencéphalogramme. Il y a eu déjà énormément d'études scientifiques. Là, on vous en a mis juste une, pour exemple, qui, dans celle-ci, voilà, on mesure vraiment, les chercheurs ont vraiment mesuré 3 différents biomarqueurs de la dépression. Donc un biomarqueur, c'est vraiment une marque. Donc le biomarqueur que je vous ai montré avant ici, c'est ces ondes alpha qu'on mesure qui sont trop élevées en frontal droit. Ça, c'est un biomarqueur par rapport au frontal gauche. Et donc, voilà, ils mesurent 3 différents biomarqueurs. Et en fait, à quoi ça sert? Déjà, à mesurer de manière précise et comment dire, objective, en fait, est-ce qu'il y a eu une dépression ou pas. Et dans un second temps, là, dans cette étude, c'est bon à savoir, ils l'utilisent aussi pour choisir le traitement. Parce que quand on sait vraiment comment son cerveau fonctionne, on est aussi capable de mieux adapter le traitement. Alors, dans le cas de cette étude-là, c'est un traitement médicamenteux qui a été choisi, et parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a différents médicaments qu'on peut choisir pour traiter une dépression. Et en général, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, le premier médicament qu'on va donner, le premier antidépresseur qu'on donne, il y a à peu près 40% de réponses positives, c'est-à-dire 40% des personnes qui vont sentir une amélioration significative. Les 60 autres ne vont rien sentir. Voilà, ça ne va pas du tout faire effet. Donc en fait, si on fait un électroencéphalogramme avant, on peut mieux orienter, savoir, ah bah oui, le cerveau, il est comme ça, donc c'est tel médicament qui va avoir une chance de fonctionner. Bon, il y a très peu de médecins, évidemment, malheureusement, qui l'utilisent. Après, dans notre cas, on va utiliser l'électrocéphalogramme, et c'est là que Mélanie vous expliquera tout ça. Pas pour vous donner un traitement médicamenteux, ça, c'est pas de notre ressort, c'est pas nous qui faisons ça. Par contre, pour vous traiter, en fait, avec la neurothérapie, qui est le neurofeedback et la neurostimulation. Et je vais laisser Mélanie reprendre la parole. Voilà. Ok, merci Nadia. Donc oui, alors on va grimper dans le vif du sujet. Donc effectivement, parmi les solutions qui sont connues et qui sont les plus utilisées, vous avez les médicaments. Donc le plus connu, c'est le SSRI. Ça veut dire quoi? C'est un nom un peu long et barbare. Voilà, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait une baisse de la sérotonine dans le cerveau. Et donc, pour que ce taux de sérotonine reste élevé ou en tout cas stable dans le cerveau, ce médicament va empêcher que les synapses le recapturent. Voilà. Mais voilà, ça convient pas à tout le monde, ça marche pas forcément. Il y a des gens qui répondent pas à ce traitement. Ça n'empêche pas de rechute non plus, hein, parce que les médicaments, c'est très bien pour se sortir du mauvais espace, pour avancer. Voilà, on ne dit pas que c'est pas bien. Ça sert plutôt, moi je le vois plutôt comme une béquille. Mais si on ne va pas à l'origine du pourquoi, de la souffrance, etc., il risque d'y avoir une rechute dès qu'il y a un arrêt du traitement, en fait. Et c'est ça toute la complexité. Il y a aussi les psychothérapies, hein, justement pour un peu évaluer, faire le tour, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, essayer d'identifier. Mais ça convient pas non plus à tout le monde. Il y a des gens qui se sentent pas à l'aise ou qui n'arrivent pas à trouver forcément un professionnel avec qui ils s'entendent bien, parce que c'est important dans la thérapie. Et il y a les neurotechnologies. Donc, quels avantages ça a? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est qu'on agit à la source du cerveau, hein. On mesure directement ce qui se passe là-haut. Il n'y a rien de subjectif. C'est objectif. On voit directement, est-ce que c'est une petite démotivation, une tristesse passagère, légère, voilà, vous êtes un peu blasé, ou est-ce qu'effectivement on fait face à une dépression qui est sévère et qui va nécessiter quelque chose d'important comme soutien derrière. Voilà. Donc c'est aussi d'agir directement sur l'origine, hein, tous ces dérèglements biologiques et électriques du cerveau. Au moins on agit tout de suite dessus. L'avantage aussi, comparé aux médicaments qui peuvent avoir
des effets secondaires, hein, selon les personnes, c'est qu'ici, il n'y en a pas, voire très peu. Alors, pourquoi très peu? Si vous avez un peu moins bu d'eau et un peu moins mangé avant une séance utilisant ces technologies-là, vous pouvez vous sentir fatigué ou avoir une légère pression dans la tête, pas une migraine, hein, mais une petite pression comme si on vous appuyait comme ça avec le doigt. Voilà, ça, c'est des effets courants, mais voilà, c'est largement supportable. Et encore, en général, comme on informe bien les gens, voilà, ne venez pas en ayant le ventre vide et sans boire d'eau, préparez-vous, parce que c'est quand même un peu comme une séance de sport. Je vous montrerai dans les diapos qui suivent, et en général, ça se passe très bien. Je pense que tu as dit le bon mot, sport. En fait, les effets secondaires, c'est les courbatures du cerveau, comme on les appelle. C'est-à-dire, on sent en fait le cerveau qui a travaillé d'une telle façon comme il n'a jamais travaillé, mais c'est pas un mal de tête. Voilà, c'est ça. Merci François pour la précision. Exactement, on sent ces connexions. Alors, donc voilà, pas ou peu d'effets secondaires. Les effets sont directs, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre 5 mois avant de sentir quelque chose ou des changements. Et des personnes, ça va être tout de suite dans les minutes qui suivent, et des personnes, ça va prendre 1 ou 2 heures. Voilà, ça dépend. Chacun a son cerveau, son fonctionnement, chacun est différent, mais c'est direct. Et il y a une bonne base scientifique sur tout ce qui est stimulation, neurofeedback. C'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps. Si vous tapez dans des grands sites d'articles, alors faut chercher en anglais, bien évidemment. Si vous cherchez en français, vous trouverez pas grand-chose, puisque tout est pratiquement publié toujours en anglais, même des recherches françaises. Je l'ai pas fait récemment, François. Je sais pas si tu l'as fait récemment en tapant neurofeedback, ce qu'il y avait dans PubMed, mais je sais que c'était un gros chiffre. Ma dernière fois que j'ai regardé, j'ai souvenir de 2800 études, 2700 études sur le sujet du neurofeedback, sans parler de la neurostimulation. Juste ok, d'accord, voilà. Études à peu près. Ouais, c'est plus que la dernière fois que j'avais cherché. Alors, ok. C'est vrai que là, les 3-4 dernières années, ça commence de plus en plus aussi à se faire connaître. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est le neurofeedback? Parce qu'il y en a qui connaissent déjà, qui en ont entendu parler, qui se sont documentés, mais globalement, en Europe, ça reste encore assez peu connu. Alors là, vous avez une scène typique de comment ça se passe au cabinet chez nous. Vous avez le patient sur la droite qui est assis dans la chaise et qui a le bonnet d'électrode que Nadia présentait tout à l'heure sur la tête. Il est branché à l'ordinateur sur lequel nous voyons le EEG et que le logiciel analyse. Et donc ça, c'est la partie plutôt neuro. Après, vous avez cet écran-là où il y a un film qui va passer, et ça, c'est la partie plutôt feedback. Donc, la toute première étape, c'est vraiment de mesurer avec le EEG les ondes cérébrales. Alors ici, dans le cas d'un patient qui souffrirait d'une dépression quand même assez forte, avec les ondes alpha en frontale gauche, voilà, on les mesure. Voilà, première chose, on voit, voilà, le cerveau, il y a beaucoup d'ondes alpha. Le signal, ensuite, il est traduit en forme de récompense-punition, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre et qu'on va lui donner une réponse sur son propre fonctionnement. Ça veut dire quoi? Si le cerveau, comme ici, présente énormément d'ondes alpha, chose que voilà, la personne ne veut pas, hein, parce qu'elle est ralentie, qu'elle est triste, qu'elle est démotivée, l'écran, si dans le cas d'un film, l'écran va devenir plus sombre et le son va diminuer. Donc, ça sera toujours d'une qualité OK pour que la personne puisse suivre le film qu'elle a choisi de regarder, mais en tout cas, pour le cerveau, c'est quelque chose qui est frustrant parce que il aime la récompense, il aime bien quand c'est parfait, quand c'est lisse. Donc ça, c'est par exemple quand ça devient foncé, quelque chose qu'il n'aime pas, il ne supporte pas. Et on va attendre de lui qu'il descende ses ondes alpha pour le récompenser. Donc là, il va progressivement, ici, vous voyez, ça diminue. Il y a moins de rouge et il a le retour sensoriel qui va lui permettre de se corriger. Et une fois qu'il a atteint un état où il a bien diminué ses ondes alpha comme ici, pouf, le film redevient clair, le son réaugmente. Alors, ça a l'air lent comme ça, mais je peux vous assurer que c'est très très rapide. Hein. C'est quelque chose que consciemment, vous ne vous rendez même plus compte pendant le film. Hein. Ça change en termes de microsecondes, ça le fait plusieurs fois. Des fois, dans une seconde, ça peut faire 3-4 fois comme ça sans que vous vous en rendiez compte. Mais le cerveau, lui, continue de le capter. François, je vois que tu lèves le doigt. Dis-moi. Je fais mon élève, je demande la moi, j'aime beaucoup parler du fait qu'en fait,
pendant le neurofeedback, le cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire il régule. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'autoréguler parce qu'en fait, il n'a pas de capteur, pas d'information sur sa propre activité. Et en fait, ce qui se passe dans le neurofeedback, ben, on prête nos capteurs au cerveau pour qu'il voit comment il fonctionne. Et sur les plus de 500 cerveaux que j'ai entraînés, tous les cerveaux, en 3 secondes, ont compris que c'est eux et ils commencent à s'autoréguler. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est magique et c'est chaque fois beau à voir. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est on met un miroir devant le cerveau et il découvre ce qu'il fait. Et dès qu'il découvre ce qu'il fait, il commence à se changer. CQFD, le but, c'est l'autorégulation. Voilà. Merci. Oui. Désolé de la petite interruption, mais je pense que c'est bien. Non, c'est important de le dire, ça, parce que bon, nous, on a l'habitude, on fait ça, mais pour les gens, c'est pas forcément facile. Effectivement, oui, c'est vraiment ça, c'est de lui montrer, ah, là, ce que tu fais, c'est bien, il y a moins d'alpha, donc l'écran est clair. Par contre, pouf, si tu reviens en arrière, ah non, ça, on veut pas. Quand il y a beaucoup d'ondes, ça, c'est pas bien. Donc voilà, c'est vraiment système récompense-punition. Tout simple, mais ça fonctionne extrêmement bien parce qu'il adore ça. Le cerveau est un apprenant et c'est un très bon élève aussi. Et donc, Mélanie, que doit faire le client pendant la session? Rien. Il doit juste profiter du film. Il n'y a pas. Je crois que Nadia en parlait tout à l'heure, je ne sais plus, mais au cas où je me répète, il n'y a rien besoin de faire spécifiquement. Vous n'avez pas besoin d'ultra concentration, de changer un état. Vous n'avez pas le pouvoir sur ça. C'est vraiment le cerveau qui fait son truc de son côté. Il sait comment il doit le faire. Vous le savez pas. Nous non plus. Chaque cerveau, il choisit de le faire à sa manière parce que même si on va avoir plein de patients qui viennent pour la même raison, si je prends 5 patients dépressifs, ça sera différent. Ils seront différents, ils auront des symptômes différents, ils le sentiront différemment et leur cerveau va réagir différemment. Et c'est là où le neurofeedback est très utile parce que ça peut vraiment être personnalisé et on va vraiment suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment vous réagissez. On va adapter la difficulté. Il y a des cerveaux qui vont être très rapides, d'autres qui vont avoir besoin de plus de temps. Donc, on va vraiment, au fur et à mesure, augmenter la difficulté, choisir les paramètres, si ça coince ici ou chez une autre personne, ça. Donc, voilà, c'est vraiment lui. Nous, on lui montre la direction. C'est ce que François disait, on lui donne nos capteurs. Nous, on lui montre ce qu'on voit et ce qui est bien pour lui et ce qui est moins bien. Et après, lui, il s'ajuste de la meilleure manière qu'il sait le faire. Et voilà, il est flexible, il est plastique. Vous pouvez changer les choses jusqu'à, voilà, il n'y a pas d'âge, hein, jusqu'à la mort, on peut apprendre des nouvelles choses, on peut changer des choses, voilà, rien n'est fixe et c'est l'avantage aussi, et c'est ça qui rend le cerveau magnifique, voilà. Et donc, on peut nommer ça, c'est un apprentissage implicite, contrairement à l'école où vous devez apprendre par cœur quelque chose et réciter. Ici, c'est, pardon. Voilà. C'est bien, on a bien fait nos devoirs, mais j'y arrive effectivement, voilà, il y a rien de spécial à fournir et c'est ça qui rend la chose aussi plus simple pour les gens parce que c'est vrai que bon, si on leur demandait de se concentrer pendant 25 minutes d'affilée pour changer les connexions, ça serait plus contre-productif en fait. Et le cerveau, voilà, s'auto-corrige, comme disait François, dès qu'il a l'information de punition, il va, ah, ok, là je fais un truc qui n'est pas correct, donc je cherche quelle est la bonne réponse en fait. Et il va apprendre comme ça. Et c'est vraiment la répétition de ces choses-là qui vont finir par l'aider à ce que ça dure dans le temps. Voilà, Nadia précisait bien, elle compare toujours ça au vélo. Pourquoi au vélo? Le vélo, c'est pareil, c'est aussi un apprentissage implicite. Pourquoi? Parce que quand vous montez sur un vélo, vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment avancer votre main. Est-ce que je dois transférer mon poids dans les virages? Quelle pédale? Comment j'avance? C'est quelque chose. Alors bien sûr, au début, on galère un peu. Hein, tous les enfants, quand on apprend, le temps qu'on enlève les petits trous, c'est pas facile. Mais c'est pas un truc auquel les enfants réfléchissent. Leur poids, les pédales, machin, ça vient intuitivement. Et le cerveau apprend. Voilà, si je me penche trop, ça tombe. Mais il faut que je me penche un petit peu pour tourner quand même. Il faut que j'alterne le mouvement de mes pieds pour que j'accélère et je lâche. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est pareil au neurofeedback. Il va apprendre implicitement. Et une fois qu'il a terminé son apprentissage, c'est pas quelque chose qui disparaît. Il en tire du bénéfice, il en tire du bien-être. Il n'a aucune raison de vous supprimer ça si ça lui sert au quotidien. Le vélo, c'est pareil. Même si vous en faites plus pendant 5 ans,
10 ans, le jour où vous remontez sur un vélo, vous savez toujours comment pédaler. Alors, bon, vous avez peut-être mal aux fesses au bout de 10 km si vous y arrivez jusque-là, mais en tout cas, c'est durable dans le temps. C'est ça qui est l'avantage. Le cerveau ne supprime pas les choses qui lui sont essentielles. C'est comme ça qu'on a survécu tous ces millions d'années et qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie flexibilité, plasticité, changement, durabilité. Moi, j'aime bien aussi toujours donner l'exemple de la radio dans la voiture, hein, où j'explique que ces changements foncés clairs, ben, c'est comme la radio. Si votre radio se met à grésiller dans votre voiture, ça vous tape sur le système et vous faites quoi? Vous changez de chaîne. Et ben, le cerveau, c'est pareil. Le foncé sur le film, ça l'énerve. Et donc, il ne change pas ses chaînes, mais il change ses réseaux et ses connexions pour avoir une station de radio un peu mieux calibrée. C'est exactement le même principe. Alors voilà, ça c'est pour la partie apprentissage. Nous, ici, on couple le neurofeedback à la neurostimulation. Quelle est la différence? Dans le neurofeedback, il y a de l'apprentissage. Si on vous faisait que de la neurostimulation, il n'y a pas d'apprentissage. Ça soulage sur le moment donné, ça donne de l'énergie, mais il n'y a pas d'apprentissage derrière. Mais ça décuple les effets du neurofeedback. Comment ça fonctionne? Là, par exemple, vous avez au niveau orange un cerveau qui est en onde rapide bêta, dont vous parlez Nadia tout à l'heure. Donc, c'est une fréquence qui est très rapide et si vous en avez tout le temps dans le cerveau, ça peut induire du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Donc, par exemple, si j'ai quelqu'un qui vient qui a trop d'ondes bêta, je vais le stimuler en dessous, hein, en bleu, en onde alpha, qui est le moment plutôt calme, présent, dans lequel on doit se situer. Et on va appliquer cette stimulation sur le cerveau qui est en mode bêta. Et l'effet que ça va avoir, en fait, c'est que le cerveau va se synchroniser, va changer son état et se caler sur la fréquence qu'on lui donne. Ça, on le fait énormément, surtout au début de la séance, mais également pendant. Voilà, on l'utilise à chaque fois, à chaque séance, pour apporter de l'énergie au système, notamment si par exemple je reçois quelqu'un qui est en burn-out, le cerveau n'a pas d'énergie, le neurofeedback ça prend de l'énergie, donc c'est un cerveau qui serait trop en difficulté, donc il faut beaucoup stimuler en amont pour pouvoir l'aider, lui donner de l'énergie. Après, il y a plein de protocoles différents qui existent. Il y en a qui vont nous permettre de cibler la flexibilité si on a un cerveau coincé dans un état, d'autres qui vont permettre de détendre, d'agir sur tout ce qui est système parasympathique pour les gens qui dorment mal, aussi sur le système digestif. Je vous en parlais tout à l'heure, le microbiote qui est dérégulé pratiquement à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qu'on va stimuler presque chez tout le monde, sauf contre-indication, mais presque chez tout le monde. Voilà, on va agir avec des aimants sur le ventre et ça a énormément d'effets. Par exemple, les personnes anxieuses ont souvent un transit déréglé, soit trop rapide, soit trop lent, et ça va permettre de réguler aussi ça. Voilà, on fait travailler le cerveau et le corps. Les deux vont ensemble. On ne peut pas les séparer. D'ailleurs, je me permets de rajouter une petite précision. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au ventre? Parce que la sérotonine, elle est stockée au niveau du ventre, pas au niveau de la tête. Donc, c'est là où on peut aussi l'activer. Voilà, exactement. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez énormément de neurones autour du cerveau qui jouent un gros rôle sur le cerveau. Voilà, on parlait du microbiote tout à l'heure. Ça peut induire, si l'alimentation n'est pas bonne ou que le microbiote est déréglé, des neuroinflammations au niveau du cerveau. Et si l'estomac ne va pas bien, il envoie un message au cerveau pour lui dire « je ne me sens pas bien » et il se peut que le cerveau suive et dise « ok, moi non plus alors ». Donc, c'est très important de stimuler aussi ça. Hein. Donc, il y a plusieurs manières de stimuler qu'on utilise chez nous. Il y a au niveau magnétique, ça c'est des aimants, vous n'allez rien sentir, c'est bien évidemment pas douloureux et ça va permettre de passer dans des couches plus profondes, à faire des protocoles très spécifiques. Donc, c'est des petits aimants qu'on va vous poser sur la tête ou sur le ventre. Il y a aussi tout ce qui est stimulation électrique, donc avec des électrodes. Alors, c'est pas la chaise électrique, hein, on va pas vous griller les neurones. C'est quelque chose à faible intensité. Alors, chacun est différent. On va avoir des personnes qui sont très sensibles et d'autres qui vont rien sentir du tout. Donc, on peut ajuster ce niveau en fonction de la sensibilité de la personne. L'objectif étant de pouvoir, au fur et à mesure des séances, d'augmenter pour que le cerveau en bénéficie pleinement. Dans le pire des cas, si vous êtes sensible, la seule chose que vous pourrez sentir, c'est un petit picotement. Comme quand ça passe la peau, en fait, l'électricité, c'est comme une piqûre. Moi, j'assimile ça à une piqûre de moustique, vous avez un peu envie de vous gratter. Mais voilà, ça, c'est la seule chose qu'à la rigueur, certaines personnes sentent, mais ça reste assez rare. Hein.
Et il y a aussi une autre technique dont on l'a plus développée dans notre webinaire précédent sur tout ce qui était le vieillissement cognitif, les démences, parce que c'est là-dedans, que ce soit Alzheimer et même Parkinson, on s'y intéresse de plus en plus, c'est la photobiomodulation. Donc, c'est avec de la lumière, c'est à certaines fréquences lumineuses qu'on va pouvoir placer soit au niveau du cerveau, soit là, vous voyez, il a un petit patch dans le nez. Voilà, il y a plusieurs choses à faire à ce niveau-là pour les démences. Et ça marche très, très bien. Il y a des très bons résultats. C'est un peu plus récent, la recherche là-dessus, comme expliquait Nadia la dernière fois. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir notre autre webinaire qu'on a fait précédemment. Voilà, donc ça active la neuroplasticité, ça permet d'ouvrir les canaux, de donner de l'énergie au système pour qu'il soit plus facile d'apprendre pendant la séance. Ça peut se faire en clinique ou à distance. Il y a aussi des appareils qui peuvent se prêter à la maison. Et c'est bien évidemment sécurisé et approuvé. Hein. C'est dans le domaine de l'humain, de la santé, du bien-être. Donc, ça a été très, très contrôlé. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque. Ce n'est pas les électrochocs et ce n'est pas dangereux, sinon on ne le ferait pas. J'ai beaucoup de gens qui ont peur que je leur grille des neurones, que ça n'aille plus après, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je vous rassure. On l'a tous fait, on a survécu. On a tous eu les aimants sur la tête, on a tous fait du neurofeedback et ça nous a apporté bien plus que ça n'a détruit. Voilà. Au contraire, la neuroplasticité, c'est le renouvellement des cellules et le renouveau, donc ça peut faire que du bien au cerveau. Donc, on souhaitait vous montrer un exemple. Oui. Avant de rentrer dans l'exemple, je pense que ce serait une bonne idée de répondre à une question, parce qu'il y a une bonne question qui a été posée. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est durable pour toujours? Voilà. Je pense que c'est une question tout à fait justifiée et adaptée. Oui. Déjà, tu veux y répondre, vas-y. Oui, peut-être, oui. C'est durable dans le sens où, et je pense qu'on va le rajouter dans la prochaine présentation, il faut comprendre un concept de neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau, c'est la structure la plus complexe qu'on connaisse, 100 milliards de neurones, avec chaque neurone qui est connecté à 10 000 autres neurones. Déjà, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente, mais c'est le seul système au monde, dans l'univers même, je dirais, à part l'univers lui-même, qui se change lui-même sa structure en fonction de ce qu'il fait, des tâches qu'il fait. C'est-à-dire que si on répète une activité, eh ben, on développe, au début, les cellules vont fonctionner entre elles, vont communiquer entre elles de façon plutôt aléatoire, avec pas toujours le même chemin. Mais si on répète le même exercice, le même entraînement ou la même stimulation plusieurs fois, des connexions vont se faire. Et en se répétant, elles vont devenir comme des routes physiques dans le cerveau. Et d'ailleurs, ça a été très bien montré en 2001 par Eric Kandel. D'ailleurs, il a eu le prix de Nobel de médecine pour ça, où il a montré l'exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui, pour devenir chauffeurs, doivent apprendre par cœur tous les noms de rues de Londres et savoir naviguer sans GPS, sans carte. Et donc, la partie du cerveau qui s'occupe de l'orientation dans l'espace, ces chauffeurs ont été scannés donc au vrai scanner fMRI, où on peut analyser les structures du cerveau, 5 ans avant et 5 ans après le fait qu'ils soient devenus. Et on a vu que les aires, ici à l'arrière, étaient beaucoup plus développées, étaient plus épaisses, étaient plus structurellement différentes. Je ne dis pas avec ça que le neurofeedback va créer vraiment changer physiquement le cerveau, mais les entraînements à force de répétition, et pour vous donner un exemple, sur 30 minutes d'entraînement, la moitié du temps, le feedback va être négatif, donc ce qui fait à peu près plus de 1000 stimulations, donc 1000 possibilités d'apprentissage, de reprogrammation de lui-même du cerveau pendant une seule séance. Donc, oui, ça reste. Et maintenant, je vais faire le côté inverse, le côté avocat du diable. Oui, mais ça ne va pas vous protéger des futures crises, d'accidents de vie, de problèmes hormonels. Voilà. Mais ce que nos clients disent,
c'est que même si peut-être ils retombent une fois dû à une situation, je ne sais pas, leur mari les quitte après 20 ans, je ne sais pas quoi, ils peuvent donc être déprimés et ça c'est tout à fait adapté parce que c'est pas sain de réprimer ces émotions. Mais ce qu'ils ont tous dit, c'est que la chute n'est plus aussi profonde et la remontée est toute facile. Voilà, voilà. Ok, je tombe, je suis à un moment déprimé parce que c'est normal, on peut pas couper ça. C'est comme si quelqu'un voudrait aller sur la foire et faire que des descentes et jamais faire de remontée mécanique. C'est pas possible. La vie, c'est les deux. Et sans remonter, il n'y a pas de descente. Oui, mais donc la réponse est c'est durable. Oui, c'est bien comme précision, effectivement, parce que on va pas vous enlever vos émotions, vous changer la personnalité, non. On va vous débloquer des ressources que vous avez déjà et qui vont vous servir pour le futur. C'est-à-dire que voilà, comme dit François, on contrôle pas les événements qui arrivent. Il va y avoir des moments de stress dans votre vie, il va y avoir des moments difficiles, vous allez perdre des proches, enfin, voilà, les aléas de la vie, mais vous aurez plus de ressources pour faire face et pour traverser ça. Vous ressentirez toujours de la joie, de la tristesse, du stress, mais vous n'allez plus vous retrouver bloqué dans une anxiété profonde au point d'avoir des crises de panique, dans une dépression profonde, dans des choses dans lesquelles vous ne sauriez plus sortir. Effectivement, c'est la flexibilité qu'on cherche, de donner des ressources au cerveau, de faire face au quotidien, de la résilience, quoi. C'est le mot, maître mot. Voilà. Je propose de faire, parce qu'il y a une autre question qui est j'ai vu. Très intéressante. Alors, ça me permet de ressortir mon histoire de Sterman. Question de Barbara au sujet de est-ce que c'était utilisé au niveau des épilepsies, qui est un handicap invisible? Oui, oui. D'ailleurs, c'était la première application du neurofeedback. Et c'est une des plus belles démonstrations qui a jamais été faite du neurofeedback. C'est dans les années 60. La NASA, c'était la course à l'espace, et donc la NASA développait son programme spatial, et les carburants qu'ils utilisaient pour les fusées déclenchaient des crises d'épilepsie chez les astronautes. Et donc, il y a un chercheur qui était très, très bien fait une belle étude où il a montré qu'avec le neurofeedback, on peut désentraîner le cerveau à faire des épilepsies. Je dis attention, pas toutes, parce que des épilepsies, on a beaucoup de différentes, mais oui, c'était la première application. Et d'ailleurs, c'était sur des chats. C'est-à-dire que le neurofeedback a marché sur des chats, et visiblement, les chats ne peuvent pas profiter de l'effet placebo puisqu'ils n'ont aucune attente. Donc, en fait, les chats ont été entraînés pour qu'ils recevaient du lait quand ils faisaient une certaine activité cérébrale, ce qui a réduit. Et la première application humaine du neurofeedback, je pense que c'était dans 66, c'était l'assistante de Barry Sterman, qui elle-même venait d'avoir des crises d'épilepsie et qu'on avait retiré le permis. Et donc, elle a dit, je veux être la première pour le faire, je veux récupérer mon permis. Et naturellement, elle l'a récupéré. Si ça vous intéresse vraiment, il y a Jay Gunkelman qui a fait de belles vidéos, de belles documentations des cas sur de l'épilepsie. Par contre, différence entre du neurofeedback ou des neurotechnologies pour l'épilepsie ou pour la dépression ou de l'anxiété, en épilepsie, on parle vraiment de dommages structurels. C'est-à-dire qu'il y a des parties du cerveau qui n'arrivent plus à fonctionner et ils se mettent dans un état où ils ne fonctionnent plus. Donc là, on parle de beaucoup plus de séances. C'est autre chose. Pour ça, éventuellement, on va en parler à la fin. D'ailleurs, c'est la deuxième question. Quel est le prix? Quelqu'un qui est pressé, peut-être qu'elle doit partir, Anastasia, mais ça vient à la fin. Faisons ça. On y arrive bientôt. On y arrive. C'est pas loin. Je vais bientôt pouvoir. Oui, je rebondis par rapport à l'épilepsie. Elle parle, Barbara, de ce qui est associé aux pathologies. C'est vrai que même si des fois on peut pas agir complètement ou tout de suite sur la pathologie, on peut agir sur tout ce qu'il y a autour. Comme Nadia parlait tout à l'heure des maladies douloureuses, handicapantes, on peut agir sur tout ce qui tourne, les troubles du sommeil, l'anxiété que ça vous génère, ce genre de choses aussi. Et effectivement, l'épilepsie, c'est plus compliqué. C'est comme tout ce qui est qui touche le développement même du cerveau et la structure. C'est différent que
le stress, parce que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Vous avez la structure avec les logiciels dedans qui tournent. Si c'est juste des logiciels où il y a des problèmes, des bugs ou des logiciels malveillants, comme par exemple l'anxiété serait un logiciel malveillant qui s'est installé sur votre structure d'ordinateur du cerveau, là, bah, ça se désinstalle et on met un antivirus avec le neurofeedback, quoi, en gros. C'est un peu l'image. Et voilà, il n'y a plus de soucis. Par contre, c'est vrai que quand la structure même, elle est déjà abîmée, que ce soit un AVC, l'épilepsie, ou ce genre de choses, ça prend plus de séances, mais il y a des effets quand même. Hein. Voilà. Donc, pour continuer, donc je voulais juste vous montrer rapidement un exemple avec un des patients qu'on a eu, qui était quand même un cas très, très grave. Donc, moi, ça va bientôt faire 2 ans que je suis là et je pense que c'était l'un des plus graves lequel j'ai pu voir au niveau des symptômes et de la profondeur de la dépression. C'était un jeune homme. C'était assez impressionnant, les idées noires, les envies suicidaires. Bon, bien évidemment, il était suivi par un psychiatre et un psychologue à côté, mais c'était un cas lourd. Et les médecins ne savaient plus quoi faire avec lui. C'était là textuellement la chose qu'on m'a dit. Je vous l'envoie parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Et donc, ça, après 10 séances, voilà ce qu'on a vu. Donc, on a d'abord fait un bilan. Et ensuite, je vais vous montrer après les 10 séances. Qu'est-ce qu'on voit? On voit cet alpha frontal gauche qui est super fort, très, très rouge. Vous voyez aussi en dessous, sur la 3e ligne, les asymétries frontales dont parlait tout à l'heure Nadia, qui sont un marqueur aussi de la dépression. Tout c'est très rouge, là. Donc, c'est ça, cet effet ralenti, démotivé, blasé, triste, voilà. Il en avait aussi en θ, hein, on voit aussi à gauche en θ. Alors, quand c'est en alpha, c'est plutôt une dépression qui est actuelle, que l'on ressent. Par contre, si vous en avez en θ, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Hein. Donc, lui, c'était son cas, ça faisait plusieurs années que c'était comme ça. Même déjà petit, ses parents nous expliquaient qu'il avait toujours un peu un fonctionnement de pensée différent. Et donc voilà, le cerveau est complètement bloqué. Toute la dernière ligne en bas, les cohérences, ce sont des ruminations négatives. Tout c'est très rouge. Hein. Le cerveau est complètement bloqué, incapable de sortir de cet état-là. En plus de ça, il avait une forte anxiété. Hein, ce sont les ondes rapides bêta et surtout high bêta, là, à l'arrière du cerveau, qui l'empêchaient de dormir. Il en était arrivé à boire de l'alcool pour dormir. Donc, on avait le cocktail par-dessus parce qu'il n'arrivait plus à couper ses pensées négatives qui tournaient en boucle et qui se répétaient. Hein. C'était vraiment un disque rayé. Quand on discutait avec lui, c'était pas un échange. Hein, c'était un magnétophone qui tournait. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire, mais en 10 séances, on a quand même réussi bien. C'est-à-dire qu'on a énormément, le stress a disparu. Il n'y avait plus de stress, donc le cerveau est devenu plus flexible pour apprendre aussi. Toutes les pensées négatives ont fini par diminuer. Alors, le fait d'enlever cet état-là, ça permet au cerveau de récupérer de l'énergie parce que ce que vous voyez là à gauche, ça consomme une énergie folle. C'est un sur-régime affreux pour le cerveau. Si vous laissez un cerveau comme ça dans cet état pendant plusieurs années, vous retrouvez un cerveau bleu après partout. Il n'y a plus aucune énergie, il n'y a plus rien, il est à plat. Donc voilà, premier état, le sortir de l'anxiété pour le permettre d'apprendre. Et on avait aussi bien réussi à diminuer tout ce qui était au niveau dépression, idées noires, dépréciation de lui-même. Il avait plein de processus de ce qu'on appelle le auto-sabotage, c'est-à-dire qu'il avait des pensées, des actions négatives envers lui-même qui venaient confirmer la mauvaise estime de lui qu'il avait. Donc, il s'était vraiment ancré dans un cercle vicieux affreux. Et donc, voilà, juste avec les 10 séances de neurofeedback, il avait changé son discours, il était plus souriant, il avait plus d'envie, de projet. Il avait encore un petit peu des peurs parce que forcément, son cerveau avait bien changé, mais c'était lui qui n'avait pas suivi le changement. Il était encore un peu entre son état d'avant et puis le nouveau. Voilà, il était vraiment en apprentissage, en train de découvrir qui il est. Hein, c'est vraiment ça. Donc, on a continué encore un petit peu quelques séances pour l'aider, ce jeune-là, mais c'était quelqu'un de différent. Il a pu reprendre des études, il a cherché un autre travail. Voilà, c'était vraiment un changement inespéré. Et c'est vrai que voilà, quand on arrive à aider comme ça des personnes, c'est quand même assez bien de voir le avant-après. Alors chez lui, ouais, c'était assez rapide quand même. Hein. Pour la gravité de sa dépression, c'est vrai que c'était quand même assez rapide, mais c'était bien. Voilà.
Donc François, voilà, on a presque fini. Je te repasse la parole pour expliquer un peu comment ça fonctionne chez nous, quelle est la marche à suivre pour les gens qui sont intéressés, bien évidemment. Voilà, donc après avoir fait un peu le tour sur qu'est-ce que c'est que la dépression, quels sont les symptômes, les effets, les conséquences, qu'est-ce qu'il y a comme neurotechnologie. Bon, on n'a pas abordé parce que c'est pas notre sujet. Il y a d'autres sujets. Il y a aussi de la stimulation, la deep brain stimulation, où on implante de stimulation dans le cerveau, mais tout ça, c'est des choses tellement lourdes que je pense qu'il doit vraiment être réservé à des cas très, 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 très durs. Voilà. Alors, nous, concrètement, comment on travaille? Ben, vous avez compris, on peut mesurer ce qui se passe dans le cerveau. Et alors, on le fait. Et on commence toujours par ça. Notre premier geste. Et c'est un peu quelque chose qui nous démarque par rapport à d'autres gens qui font du neurofeedback. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher plusieurs centaines de kilomètres. Il faut aller à Munich ou à Londres pour trouver des gens qui travaillent comme nous. C'est-à-dire que nous, on fait une analyse de toute l'activité cérébrale. On la compare par rapport à cette base de données pour savoir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est déviant, pareil comme la prise de sang. On fait une évaluation, un test neurocognitif que je ne vais pas creuser ici, mais où on teste vraiment les 12 fonctions de base du cerveau comparées par rapport à les personnes de votre âge pour savoir où vous vous situez. En option, on peut éventuellement aussi faire une mesure de l'état actuel de votre système nerveux, c'est-à-dire est-ce que qu'est-ce que vous faites pendant votre sommeil, est-ce que vos batteries sont vraiment épuisées, est-ce qu'il faut agir au niveau du corps. Nous, on peut l'évaluer et après, en fonction de ça, il y a des recommandations. C'est toujours la première étape. Pourquoi? Parce que il faut mesurer pour pouvoir agir. La deuxième étape, c'est en fait, avant de passer à l'entraînement, on passe en revue de tout ça. C'est-à-dire que aussi, si vous avez déjà fait des examens chez d'autres professionnels, etc., donc on va faire rentrer tout ça. Et il y a une partie, ce que nous on appelle un débrief, c'est-à-dire on met ce que nous on a enregistré, les tests que vous avez passés, les documents, les informations que vous nous avez données, on met tout ensemble et on discute. Et c'est une étape importante dans le sens où il faut qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que nous on voit, parce que si nous, ce qu'on voit dans le cerveau et chez vous ne correspond pas à votre réalité, c'est peut-être qu'on n'est pas les bons. C'est pas pour vous. Honnêtement, jusqu'à présent, c'est jamais arrivé, mais c'est une étape importante. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Après, on passe. Une fois qu'on est d'accord, on veut changer parce que c'est bien d'avoir plein de tests et de diagnostics. C'est pas ça qui vous aide à aller mieux. Je vais vous dire, vous avez dit ça, mais ça ne veut pas dire que ça vous aide. Après, on passe à l'entraînement. Et l'entraînement, il y a, c'est des séances typiquement que vous faites chez nous ou à distance. Et je reviens dessus sur les deux modalités, comment on peut le faire. Mais à la fin, de nouveau, il y a on refait une brain map, on repasse l'évaluation cognitive pour mesurer vraiment qu'est-ce qui a changé. Et on voit ces changements visuellement dans nos images, mais dans les tests, mais surtout dans la vie et comment les gens rentrent. Parce que quelqu'un qui rentre, qui est déprimé, quelqu'un qui a envie de croquer la vie, dégage une autre énergie. C'est ça qui nous intéresse. Notre but, c'est pas d'avoir des jolies images, parce que j'ai jamais vu de brain map clean ou soi-disant dite normale. Je ne suis pas normal, j'espère que vous n'êtes pas non plus. Mais ça quand même permet de voir qu'est-ce qui a changé. Comme tout à fait dans le cas que Mélanie a montré, il restait des choses encore. Mais la qualité de vie avait tellement augmenté et le but n'est pas de faire des séances pour faire des séances. Voilà. Donc, il y a tout un suivi et il y a des mesures qui sont faites. Après, voilà, c'est à vous, restons en contact. Je pense que le mot entretien est important. La semaine passée, j'ai encore eu un monsieur qui est maintenant à la retraite. Voilà, il dit, moi, j'aime bien l'idée de l'entretien de mon cerveau. Je fais l'entretien de ma voiture, de mon frigo. Pourquoi je ne ferais pas l'entretien de mon cerveau? Il a beaucoup travaillé pendant toute ma vie et c'est mon atout principal. Donc, moi, je viens chez vous une fois peut-être au printemps ou en hiver et quelques séances pour se remettre en forme. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Le plus classique, en fait, c'est
parce que notre matériel est quand même assez costaud, il n'est pas très mobile, il est lourd, il est cher à mettre en œuvre. Donc, c'est les séances, la plupart des séances, on les fait quand même beaucoup au cabinet, donc vous venez chez nous. Une fréquence, normalement, c'est à peu près une fois par semaine. Une séance dure à peu près 1 heure. Temps effectif d'entraînement sur 1 heure, c'est à peu près 20 à 30 minutes. Il y a encore quelques minutes de stimulation. Plus on discute, on vous met le casque, on vous enlève, etc. Donc, ça c'est le déroulement normal. Donc, si vous, voilà. Et normalement, c'est sur 10. Quand vous commencez pour la première fois, on demande de faire 10 séances d'affilée sans trop d'interruptions. Pourquoi? Parce que c'est un programme avec des séances, on va dire, plus faciles au début, des choses un peu plus, on va dire, prenantes au milieu et quelque chose qui vous remet d'aplomb plutôt vers la fin. Voilà. Il y a aussi possibilité de le faire à distance. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, nous, on prend un matériel qui est beaucoup plus simple. Pour donner un ordre d'idée, on parle d'un matériel où il y a 3 électrodes par rapport à quelque chose où il y a 27 électrodes. C'est pas la même chose. Et la stimulation est aussi naturellement plus limitée. Je ne peux pas mettre entre les mains des clients le matériel de stimulation que nous, on utilise ici parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire, comment l'utiliser. Il y a trop de risques. Voilà. Par contre, effectivement, on a différentes solutions, même à distance, de stimulation, mais diverses et variées. Nous, on sait qu'est-ce qui peut être adapté et qu'est-ce qui peut être utile. Voilà. Mais le modèle que je trouve en fait en ce moment, surtout adapté aussi en ce moment, le plus intéressant, c'est un petit peu un modèle hybride. Une fois que le gros, voilà, on peut faire quelques séances par exemple chez nous dans le cabinet, et pour passer après en remote, c'est en ce moment on a ça, c'est-à-dire en remote, ça veut dire à distance vraiment, où vous prenez donc. Et bien, vous passez toutes les 4 à 6 semaines une fois chez nous, où on vous remet toutes les électrodes et on refait on regarde qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui reste à faire, comment ça va. Là, le point important pour l'entraînement à distance, nous, on voit toutes les séances. Nous, on peut définir 1 à 2, maintenant c'est nouveau, on peut définir 2 protocoles, par exemple, un pour le matin, plutôt pour vous réveiller, et le soir plutôt pour peut-être vous calmer, à voir. Ça, c'est en fonction justement de la problématique individuelle. Mais donc, nous, on voit vraiment et récolte ces données. Vous aussi, vous allez avoir des données, mais nous, on a vraiment d'autres données. On pourrait vous noyer avec toutes les données qu'on a. C'est pas le but. Voilà. Donc, il y a 3 possibilités. Classiquement, au cabinet, à distance, ça marche très bien. Je vais revenir, je vois qu'il y a une question de nouveau de Barbara qui est très... oui, il y en a eu plusieurs, on n'a pas toutes répondu, on pourra y répondre. Ouais. Mais elle pose la question justement de la différence entre la réussite et l'efficacité. C'est une très bonne question. Alors, dans mon expérience, à peu près, je pense qu'il faut... L'avantage du matériel à distance, ça veut dire que c'est plus léger. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire plus souvent, vous le faites quand vous voulez. Et vous utilisez une tablette ou un téléphone comme interface, donc tout le monde a ça aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux matériels. Nous, on vous met à disposition une électrode et le consommable, etc. Et pour avoir la même efficacité qu'une séance en cabinet, donc 1 heure au cabinet, pour moi, il faut faire minimum 5 séances à 20 minutes à la maison pour avoir à peu près le même effet. Par semaine, oui. Par semaine, voilà. Pour avoir le même effet. Au moins. Sinon, tous les jours étant le must, mais oui, 5 fois. Mais après la brain map et après vous avoir parlé, nous, on sait si l'entraînement à distance convient ou pas. Oui, c'est pour ça que j'avais mis la prochaine diapo, effectivement. Voilà. Ça va être en fonction de la... Le cabinet, parce que nous, en fait, il faut se rendre compte, on voit dans votre cerveau en temps réel. C'est vraiment... Et donc, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, on n'a pas quand vous le faites à distance. Voilà. C'est la formule la plus... Voilà. D'ailleurs, au cabinet, on a eu aussi des clients, là, encore dernièrement, quelqu'un qui est venu de Paris. Il est venu une semaine, il a fait 10 séances en une semaine. Donc, il est venu 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Par contre, il a rien fait d'autre. Hein. Mais donc, oui, ça marche très bien. Les séances n'ont pas besoin d'être espacées.
Sauf, de nouveau, pour quelques cas, je ne vais pas les expliciter tous, mais voilà. Par exemple, dans l'anxiété, on préfère plutôt aller doucement parce que les gens ont plus peur des changements, donc on va plutôt aller doucement. Dépression, c'est l'inverse, les gens veulent en sortir et ils veulent plutôt aller vite. Et on a intérêt à rapprocher les séances. Voilà. Alors, et combien ça coûte? C'était une question. Ben oui. Première question. Non, ce n'est pas remboursé par la Caisse nationale de santé. En France, certainement pas. Tous les pays francophones, non. Mais je peux vous dire que c'est remboursé dans certains pays anglophones, germanophones. L'Allemagne, c'est très développé. La Suisse est très développée. L'Angleterre, en partie. Les États-Unis. Mais ça dépend de qui le fait. Bon, il y a certaines exemple. Ouais. Il y a certaines complémentaires. Oui, les complémentaires peuvent prendre en charge, mais ça nécessite qu'il y ait un... Sauf pour les communautés européennes, au Luxembourg, eux, ils ont un budget prévention qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent, mais la plupart des mutuelles demandent des diagnostics médicaux. Et là, il faut toujours se rendre compte quelle est l'implication si vous donnez un diagnostic médical avec marqué dessus dépression à votre assurance. Peut-être que votre assurance vie, elle va coûter plus cher. On ne sait pas. Peut-être que vous êtes une personne... Moi, je ne serais pas... en tout cas, j'éviterai les diagnostics s'il n'y a pas besoin d'avoir des diagnostics. Voilà. Alors, l'offre qu'on vous propose. La première étape, comme vous avez compris, c'est toujours faire ce bilan initial, la brain map, le QEG, ou comme vous voulez appeler. Et donc, normalement, ça comprend 2 rendez-vous. Un rendez-vous, vous venez chez nous avec vos informations, vos documents, vous faites l'enregistrement, vous faites les tests chez vous. Deuxième rendez-vous, on se revoit en Zoom ou en physique, où on vous donne tous les résultats. C'est 2 fois 1 heure à peu près. Plus nous, entre-temps, naturellement, on fait l'analyse. Et donc, ça, normalement, c'est 300 €. Et là, on propose donc un code de réduction BM 2021 et vous avez le tout pour 200 € sur notre site web où vous pouvez commander, prendre rendez-vous comme ça vous plaît. Il y a un petit bouton que Nadia a activé en haut de l'écran. Si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et ça vous redirige directement sur notre page de booking de rendez-vous. Alors, Nadia, si je ne dis pas de bêtises, le code s'applique à la fin, après que le prix se soit affiché et que le rendez-vous soit choisi, il me semble. Hein. Cette histoire de... Oui, le code, voilà, s'affiche. Voilà, donc vous choisissez votre créneau de rendez-vous, ça va afficher 300 €, vous faites valider. Et là seulement, vous pourrez mettre le code, vous l'appliquez et puis après, à l'étape du paiement. Je vais si jamais vous avez des soucis, je peux vous mettre notre adresse mail dans la barre du chat, si jamais, parce que je sais qu'il y a des gens où ça ne marche pas. Juste par rapport à la prise en charge, le problème est que la plupart des professionnels de santé actuellement qui sont en fonction n'ont pas été formés ou ont des attitudes par rapport à ce genre de choses qui est voilà, pas au goût du jour. J'ai vérifié, Mélanie, en fait. Oui. Maintenant, on est à 3500 études scientifiques, sérieuses, publiées sur le neurofeedback. Donc, c'est voilà, comme ça en progression. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train de se répandre parce que si les professionnels de santé, on va dire actuellement en place, ne veulent pas changer, c'est le public qui va changer. Actuellement, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle vraiment la révolution des neurodivices qui est en cours. Il y a plein de nouveaux appareils qui vont sortir où les gens pourront faire ça, que ce soit automatisé avec intelligence artificielle. Ils ne sont pas encore là sur le marché, mais moi je vois déjà les prototypes qui sortent, etc. Et dans les prochaines années, ça va être... voilà, c'est pas un hasard si Elon Musk a parlé de son projet où il veut relier l'informatique et le cerveau. Et il n'est pas le seul. Il y a plein de choses qui vont dans les prochaines années. Voilà. Juste une petite précision, on nous demande pour les prix. Ah oui. Les prix, voilà. Après, bon, ça c'est la BM. Donc la BM Map, là vous pouvez l'avoir pour 200 €. Après, les séances, je continue. Voilà. Les séances au cabinet sont à 130 € à peu près. Si vous prenez 1 à 1, c'est plus cher. Les séances, si vous prenez plusieurs séances d'un coup, ça descend en dessous de 130 € la séance, TVA comprise, parce que nous avons de la TVA qui est comprise dans nos prix.
Et juste un dernier mot par rapport à la connaissance sur le neurofeedback. Nous, on participe dans le sens où Nadia, moi-même l'année passée, on intervient par exemple à une formation en université en neuropsychologie pour que des futurs professionnels de santé qui sortent aient au moins entendu parler de cette technologie. Il y a plusieurs questions aussi. Peut-on faire les EEG à la clinique? Alors, l'EEG, c'est toujours à la clinique. Hein. Quand vous prenez le rendez-vous du bilan, ça, c'est trop important. Ça nous donne trop d'informations. Il faut que ce soit bien fait, dans de bonnes conditions. Donc, le bilan, c'est toujours à la clinique. Vous prenez rendez-vous avec nous et on en discute et on fait ce qu'il faut. Après, à vous de décider, est-ce que vous continuez pour la suite ou non? Est-ce que vous voulez faire une séance, 3 séances, 5, 10 hein? Voilà, ça c'est après. Nous aussi, on en discute avec vous. Est-ce que à distance, c'est adapté pour vous ou non? Parce qu'il y a des types de cerveau pour lesquels c'est. Il y a des types aussi de raisons de pourquoi vous venez. Hein. Il y a dans certains cas, à distance, à la maison, ça n'est pas possible. Mais il y a pour des personnes avec qui ça marche très très bien. Notamment, par exemple, j'ai eu beaucoup d'enfants avec qui on a terminé récemment les traitements. Voilà, des enfants qui ont troubles de l'attention à distance, ils n'ont pas besoin forcément de venir. En plus, souvent, ils ont tellement d'autres choses à côté à faire qu'ils n'ont pas trop le temps. Donc ça, par exemple, ça marche très bien. Mais si maintenant, j'ai quelqu'un qui vient dans mon cabinet et que je me rends compte qu'il y a une dépression sévère, des crises d'angoisse, des TOC et un PTSD, donc un trauma, un choc émotionnel, là, à distance, non, ça va pas aller, ça va pas être assez costaud. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ce qu'on voit sur votre bilan et de vos attentes et de vos demandes qu'on pourra vous dire il faut faire tant et tant de séances, plutôt en clinique, plutôt à la maison, plutôt un mix des deux. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. C'est personnalisé. Hein, parce que 3 personnes qui viennent pour de l'anxiété n'auront jamais le même cerveau et ni la même façon de le traiter. Parce qu'ils ont une anxiété pour différentes raisons et qu'ils ont une histoire de vie différente aussi, quoi. Oui, pour vous donner une ordre d'idée, on a quand même scanné maintenant 1400 cerveaux et on en a entraîné plus de 500. Donc, on sait un peu prédire qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Les gens sont assez étonnés quand on prédit qu'est-ce qui va arriver chez eux. Voilà. Oui. Alors, il y a encore une question de André Adrienne. Peut-on arrêter avec son traitement médicamenteux? Alors c'est une question auquel peut-on arrêter? Ça, c'est pas à nous de le dire. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas prescripteurs ou des prescripteurs de médicaments. Par contre, pour être franc, notre but à nous, c'est que vous preniez le moins possible. Voilà, on n'est pas contre les médicaments. Si vous cassez la jambe, vous ne refusez pas non plus la béquille parce qu'il faut une béquille. Mais à partir du moment où la jambe est réparée, ben, il faut se débarrasser des béquilles. Donc les médicaments ne vont pas à la cause des problèmes, mais font plutôt sont plutôt des traitements symptomatiques. Donc, si vous ne vous occupez pas de qu'est-ce qui vous n'êtes pas de thérapie ou de neurofeedback ou autre chose, rarement le médicament seul guérisse quelque chose. Donc, le mieux, c'est de combiner. Avec le neurofeedback, ça dépend de votre situation. Bah, ça se peut très bien. Nous, on a beaucoup de clients qui sortent au bout de X séances qui ne prennent plus de médicaments. Ouais. Il y en a d'autres qui ont besoin de continuer. Nous, on ne va jamais prendre de position claire. Notre but à nous, c'est de vous épargner le plus possible de molécules chimiques d'effets contraires, mais c'est vous qui décidez. Et en concertation avec votre médecin, parce que tout ce qui est antidépresseur, oui, très important, il ne faut pas faire n'importe quoi et faire un sevrage brut. Parlez-en avec votre médecin, surtout les SSRI, c'est pas une bonne idée de les arrêter du jour au lendemain. C'est pas une bonne idée. Et l'automédication non plus. Hein. On voit des fois des patients, ils jonglent entre les antidépresseurs et les anxiolytiques. Un coup, j'accélère, un coup, Non, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi avec le médecin. Oui. Ce n'est pas une contre-indication. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que si vous avez déjà des thérapies, des suivis, des médicaments, ça ne pose aucun problème pour le neurofeedback. Et c'est vrai qu'on voit très souvent des gens qui peuvent, au bout de certaines séances, qu'avec le médecin, ils peuvent diminuer la médication jusqu'à l'arrêter complètement. Et c'est le but, de pouvoir ensuite s'en passer, quoi. Il y a Triana qui nous signale que le neurofeedback est aussi offert à l'hôpital du jour psychiatrique d'Ettelbruck. Je sais, je leur ai transmis quelqu'un pour les former parce que je ne pouvais pas les aider parce qu'ils ont choisi
un système, par exemple, sans ces images telles que nous on fait. Eux, ils font une méthode allemande où en fait, qui est un entraînement où il faut faire 40 séances, 40, je dis 40, pour avoir des résultats. Moi, j'ai très peu de clients, nous on a très peu de clients sauf épilepsie ou cas plus durs qui ont besoin de 40 séances. Donc c'est vite, ok. Ah, c'est pas, alors c'est pas, ok. Moi, je suis content qu'il y a de la psychiatrie qui s'intéresse. Mais alors, il faut voir quel système ils font. D'après ce que moi je sais, je crois que nous, on est les seuls à faire des QEG comme nous, on les fait, donc cette histoire de brain map. Comme ça, nous, plus la neurostimulation, là, on est vraiment les seuls à le faire. Ouais. Il y a aussi Nunez Rosie qui nous demande est-ce que ça fonctionne contre les phobies? Ah, j'adore les phobies. Je ne sais pas, non, je n'aime pas les phobies, mais oui, en fait, tout ce qui est anxiété et phobie, ce qui est la même catégorie, le neurofeedback est encore à la limite plus efficace que pour les dépressions. Mais d'ailleurs, l'un mène à l'autre. Si vous êtes longtemps dépressif, vous allez devenir anxieux. Si vous êtes longtemps anxieux, vous allez devenir dépressif. Les deux se rencontrent souvent, malheureusement. Mais les phobies, oui. En fait, une phobie, nous, on n'a même pas besoin d'exposer par rapport aux stimuli qui déclenchent, où on peut, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Les peurs de rouler sur l'autoroute, les peurs de partir en avion, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Vous n'avez pas d'autres exemples, les filles? C'est surtout ça, l'autoroute et l'avion, après. L'autoroute et l'avion, voilà, beaucoup. Ou sortir de chez soi, oui, ou là, voilà, les gens, etc. Ouais. Donc, on a un très bon résultat là-dessus. Ouais. Alors, il y a encore une question. Est-ce que vous proposez individuellement la bonne alimentation? Non, parce que nous ne sommes pas diététiciens. Ça, c'est le métier d'un diététicien. Par contre, oui, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui contient du tryptophane. Tryptophane, précurseur de la sérotonine. Voilà, donc qu'est-ce qui peut aider? Nadia, peut-être toi qui es en train de faire une formation de dans l'alimentation. Naturopathie, voilà, tu fais une naturopathie en ce moment de formation. Après, je pourrais conseiller, mais pas pour le moment. Mais pas pour le moment, ok. D'accord. On pourra éventuellement vous donner des petits conseils, mais pas. Voilà. Okay. Ah, une question très personnelle. Barbara, qui décidément reçoit le prix le plus de questions posées. Mélanie est neuropsy, Nadia est neurobiologiste et moi, je suis cheminologue. Oh, j'adore ce mot. C'est-à-dire que j'accompagne les gens à faire un bout de chemin. Non, ma qualification, en fait, c'est 2 burn-out, multiples traumas et un TDA, trouble de l'attention. En fait, c'est mes préqualifications. Et en fait, suite à ma recherche de solutions il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai fait une expérience de neurofeedback, d'abord souterraine dans le garage secret à Luxembourg. C'était une agence immobilière qui faisait du neurofeedback dans le garage, j'imagine. J'ai mes souvenirs, ça. Qu'elle ne le fait plus. Mais non, en fait, j'ai été je me suis tout inscrit dans un cours et pendant le cours, je me suis porté volontaire pour essayer le neurofeedback. Et donc, j'ai eu l'expérience que pendant une séance, mon cerveau était rallumé d'un coup à l'autre. Et donc, j'ai décidé que je ferais ça le reste de ma vie. Voilà. Donc, voici ma. Non, mais sérieusement, j'ai fait un peu d'études de psycho et de criminaux, mais je n'ai pas de diplôme. Non. Oui, non, et surtout, ce que tu oublies de préciser, c'est vraiment toutes les formations que tu as faites avec les plus grands des États-Unis, en Russie aussi, enfin avec des personnes. Oui, tous les plus grands noms de neurofeedback, je les ai suivis en formation. Il y a énormément de formations avec les plus grands actuels de neurofeedback. Thatcher, Gunkelman, Smith, Colora, voilà. En fait, tous les gens. Ils t'ont formé. Oui, je me suis formé auprès des meilleurs, oui. Voilà, mais oui, c'est ça. Tu as beaucoup voyagé pour être formé. Oui. Ouais. C'est ça. Voilà, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Oui. Est-ce que ça aide aussi pour recevoir la force et la motivation de mettre en œuvre toutes mes idées? Et quelle bonne question, c'est merveilleux. En fait, quelque chose qu'on observe chez nos clients, et c'est assez rigolo à voir parce que nous, on sait d'avance qu'est-ce qui va se passer. Eux ne le savent pas, mais nous, on sait. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une reconnexion entre la tête et le corps, le mind and body, qui souvent, la plupart des gens qui arrivent chez nous, il y a une déconnexion, il y a un épuisement, il y a une dépression, il y a des anxiétés, mais on peut recatégoriser ça sous déconnexion corps-esprit. Et donc, quand on fait du neurofeedback, cette connexion corps-esprit, elle va s'établir. Et nous, on a quelques indicateurs très clairs qu'on sait qu'est-ce qui va arriver quand. Par exemple, on va vous poser des questions. Est-ce que vous rêvez actuellement? À partir du moment où vos rêves vont changer, je ne vais pas dire qu'est-ce qui va changer. Ça, je ne le dis pas. Ce n'est pas le contenu qui nous intéresse. Mais quand les rêves vont changer, les changements vont arriver dans votre vie. C'est automatique. C'est comme ça. Je pourrais dire aussi autrement, c'est-à-dire que le neurofeedback, en fait, vous avez la partie, si on prend le modèle Freud, conscience et inconscient. La psychothérapie travaille au niveau de l'ego, la partie consciente. L'hypnose, ça travaille plutôt la partie inconsciente. Et le neurofeedback, pour moi, il travaille vraiment la ligne de flottaison. Puisque vous êtes conscient, vous êtes complètement conscient quand vous faites les séances, mais les actions se passent aussi au milieu, on va dire pas inconscient, mais préconscient, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire que oui, vos désirs et vos envies vont changer, mais pas dans quelque chose d'étrange. Je pense que c'est plutôt la meilleure version de vous qui va sortir. Oui, Triana précise en termes de blocage. Moi, j'aime bien utiliser l'exemple de la rampe, parce qu'on parle beaucoup de débloquer vos capacités, c'est-à-dire que voilà, on va pas vous changer ou vous rendre quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. En fait, on va débloquer ces ressources et toutes ces choses que vous avez en vous qui justement peuvent se retrouver bloquées à la suite de plein de choses différentes, des événements, des choses familiales, voilà, un fonctionnement, un modèle que vous avez pris sur quelqu'un, etc. Et c'est un peu l'image de la rampe, c'est-à-dire que on va vous donner la force de monter sur cette rampe. On va pas le faire pour vous, ça on peut pas, mais en tout cas, si vous souhaitez arriver d'en bas de la rampe, en haut de la rampe, ça oui, le neurofeedback va vous aider, il va vous débloquer, vous enlever les craintes qui vous bloquent, ou peut-être une confiance de vous qui est plus basse, ou voilà, un manque d'énergie. Il y a plein de choses qui peuvent bloquer pour arriver à ces objectifs. Et donc, nous, on va vous aider à surmonter ça, en fait. Mais c'est vous qui allez faire le plus gros du travail au final. Je vais mettre aussi 2 liens dans le chat pour les personnes intéressées. Il y a une fois un article qui a été écrit par Let's Be Healthy, maintenant il y a bientôt 1 an, qui a été repris par RTL. C'est un journaliste qui écrit son expérience et des détails, je trouve que c'est très bien fait, sur justement comment ça se passe chez nous avec les tarifs et tout. Et il y a un autre article qui est plus récent, qui est paru il y a maintenant 2 semaines, ou dans le dernier Paper Gen, puisque le prochain il sort la semaine prochaine, où le journaliste est venu faire une brain map. Pas vraiment d'entraînement parce qu'elle n'avait pas le temps, mais ça peut le décrire. Voilà. On n'a plus l'article parce qu'en 2014, en 2015, on a fait la couverture de Télécran, la revue Télécran. Il faudrait que je retrouve cet article. Voilà. Est-ce que, remarque, question, il y a encore des gens en ligne, c'est bien, on les a pas perdus. Merci pour la présentation. Ce fut un plaisir. Ouais. Oui, il y aura le replay. Alors oui, Karine demande si elle va la recevoir. Alors si vous êtes inscrit, oui, hein, là vous êtes sur le logiciel qui fonctionne, donc on peut vous envoyer par email un lien. Ça va prendre, vous n'allez pas l'avoir dans la demi-heure qui suit, le temps d'enregistrer, de l'envoyer, mais si jamais le live est aussi dispo sur Facebook, et celui-là il reste aussi sur la page, hein, si vous voulez le revisionner plusieurs fois, voilà. Vous pouvez aussi y avoir accès comme ça. Hein. Donc, vous pouvez soit nous envoyer un mail si vous avez des questions. Vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook. C'est plus pratique par mail pour nous que de nous contacter par téléphone au centre médical parce que… on n'a pas de secrétaire.
On est toute la journée avec les patients, de 8h du matin jusqu'à 19h le soir. Donc, vous comprenez bien qu'en séance, on décroche pas le téléphone quand on est avec quelqu'un. Donc, voilà. Sachez que si vous avez encore des questions, on a des services de téléconsultation par téléphone gratuits. Hein, vous vous inscrivez dans un créneau et là, on vous passe un coup de fil sur un créneau qu'on a disponible pour répondre à toutes vos questions ou pour prendre un rendez-vous si vous avez eu du mal avec le site. Hein. Voilà. Je vais vous réécrire l'adresse mail, lui, dans le chat, pas de souci. Ok, ben, je pense que c'est l'heure d'arrêter. On a bien fait le tour de la question. Il y avait des questions intéressantes. J'ai l'impression qu'on va revoir Barbara, je ne sais pas pourquoi. Au plaisir. On aime toujours partager notre passion. Oui, ouais, et ça c'est vrai. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre temps de cerveau disponible. Merci d'être là. On n'a pas encore défini le prochain sujet, mais abonnez-vous sur notre page Facebook. Je pense que d'ici 6 semaines, 8 semaines ou plus tard, on va refaire. Si vous avez un sujet spécifique que vous voulez qu'on traite, ben, écrivez-nous, dites-le nous. Voilà, si c'est quelque chose qui correspond, moi, je sais pas, sinon on pourrait peut-être faire les traumatismes la fois prochaine, le PTSD. Voilà, on est en brainstorming, on a plein d'idées, il faut juste la choisir. Ok, voilà, ben, merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée et courage. Ouais.